Hello les Itata, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Je reçois aujourd'hui un chef d'entreprise qui ne s'est jamais arrêté de créer depuis plus de 20 ans. D'abord expert du son, il a rapidement étendu ses compétences à l'image et au digital avant de devenir tout simplement un entrepreneur investisseur. Pas satisfait pour autant de son hyperactivité d'entreprise, il ne cesse de s'impliquer dans les milieux associatifs et socio-professionnels. Il lui reste beaucoup de choses à faire car il est encore dans la fleur de l'âge, ou presque. Bonsoir Pablo Rosine. Bonsoir Jean-Marc. Je suis très heureux de te recevoir. Oui, tu es encore dans la fleur de l'âge, on peut dire ça. Oui, on fonctionne par quart de siècle. Donc Oui. je suis au deuxième quart de siècle, donc il me reste quelques années devant. Alors ça fait déjà quelques temps qu'on prépare cette émission. Bon, tu as pris le temps de mûrir un peu l'idée. Malgré ta grande modestie, tu as fini par accepter. En tout cas, merci Jean-Marc. Et puis, je suis admiratif de ta patience, de ta bienveillance. Et pour une petite boutade, c'est vrai que lors de notre première rencontre, tu m'as lancé l'idée et je n'étais pas prêt du tout. Je pense qu'aujourd'hui, la discrétion fait partie aussi de notre gène. Nous sommes toujours entre du binaire, entre la famille Adèle et la famille Rosine. Et la famille Rosine, c'est une famille qui est extrêmement discrète, qui vit dans l'ombre, mais qui travaille. Donc, je pense que dans la continuité, cette demande n'a pas été écartée, mais faisait l'objet de réflexion et le jour J est arrivé. En tout cas, grâce à toi, je suis à tes côtés. Alors, je l'ai dit en introduction, tu es d'abord un expert du son, Oui. mais tu as vite étendu tes compétences puisque aujourd'hui, tu es un spécialiste de l'image et du digital, on peut dire ça. Oui, c'est une sensibilité. Je pense que ça reflète un peu mes études qui va vers la comptabilité-gestion, mais aussi le son. Donc ça veut dire que ce grand écart ce sont des fondations pour moi et ce côté artistique reste toujours en moi et ce qui me permet toujours d'aller explorer, de sortir de ma zone de confort et puis ne jamais se contenter de ce qu'on a parce que je suis un grand rêveur, les pieds sur terre. Alors, c'est ce parcours d'une grande variété qu'on va retracer ensemble pendant une cinquantaine de minutes. Oui. On va commencer par faire connaissance avec l'homme et sa famille, c'est Kimunouye. Alors, Pablo, en quelques mots, si tu devais décrire ta personnalité. C'est toujours difficile de se décrire. C'est un moment extrêmement fort. On tente d'être juste, mais quelquefois un miroir est important. Mais je pense que je suis quelqu'un, d'après l'idée, d'après mes fréquentations, d'assez fidèle. J'ai des amis de longue date avec qui on se confronte, on rigole et on reste serein et en même temps sain. Donc je suis quelqu'un d'humain, j'apprécie la présence, je suis un fédérateur. Parce que chez moi, on se retrouve autour d'une grillade et il y a toujours du passage. Et puis, je pense que j'aspire toujours à sortir de cette certitude. Donc, je pense que c'est peut-être ce qu'on décrit comme un entrepreneur, mais j'aurais dit que je suis un explorateur. Ouais. Donc, on va commencer, Pablo, par une première photo très importante, une photo de mariage. Je ne veux pas dire que c'est la base de tout. Mais c'est le fruit, je suis le fruit de ce mariage. Donc, à gauche, on a mon père, Jean, Rosine, et à droite, ma mère, Astrid, Adèle, qui a fait qu'aujourd'hui, je suis à vos côtés et qui fait ce que je suis. Ouais. Ce sont, pour moi, les fondamentaux parce que j'ai eu une enfance, je ne veux pas dire aseptisée, mais j'ai eu une enfance où ils ont été extrêmement bienveillants. Ils m'ont donné des valeurs qui aujourd'hui me permettent de grandir et d'être ce que je suis. Et jusqu'à maintenant, ils sont à mes côtés et je leur remercie grandement de tout ce qu'ils ont donné comme amour à ma personne et aussi à mon grand frère. Alors, tu as un grand frère, justement, dont on va parler, qui est très connu d'ailleurs aussi, dont on va parler plus tôt dans la deuxième partie de l'émission, mais on va voir d'abord ce beau bébé. Comme je te disais, difficile de me reconnaître. Mais bon, j'ai confiance en mes parents. C'est l'une des premières photos dans mon album. Et c'est écrit Pablo à sa naissance. Donc oui, je trouve que c'est un beau bébé. Beau bébé, joufflu, avec de jolis bras. Qui a quelques kilos, donc ça veut dire qu'il est prêt à encaisser la vie. Quoi. Tu te souviens combien tu pesais ?
3 kilos, 80 et quelques. Bon, ça va, Oui, c'est un poids pense moyen pour lui. exactement. Ouais. Mais je pense que oui, j'étais prêt à accueillir cette vie et à continuer à grandir. Tu es né au Lamentin? Fort-de-France, À Fort-de-France. Fort-de-France. Et tout de suite, on a vécu au Lamentin, un petit manoir. On a fait, il me semble, de mémoire, j'étais encore très petit, peut-être une aparté à Trinité, question d'une année, 2 ans, et puis on est retourné à Petit Manoir pour après aller à PME les Jeanne d'Arc. On va retrouver le petit garçon, le bébé a grandi. Ah, ça c'était chez Mamie Émilie, à Petit Manoir, où quand on parle de la famille, on parle souvent aussi d'un ensemble de personnes. Et Mamie, qui est la mère de maman, de Mamie Émilie, Adèle, a été une personne extrêmement importante. C'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de partage. Et c'est dans la continuité jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Elle a toujours apprécié ses enfants, ses petits-enfants. Et je trouve que cet amour est inconditionnel et en même temps passe des années en années et permettent à des moments difficiles eh bien, de sortir avec la tête un peu plus haute et de retourner aux fondamentaux. Alors, on parlait du Lamentin. On va te retrouver avec des couleurs très lamantinoises sur la photo suivante. Et on va voir que c'est une longue histoire avec l'Aiglon. C'est une longue histoire parce que je parlais de la famille Adèle, Yves Adèle, qui est mon grand-père, malheureusement, que je n'ai pas connu. Et d'après ma mère, ça a été malheureusement la première victime de l'autoroute. On venait de la construire. Avant, on parlait de l'ancienne route pour rejoindre Lamentin à Fort-de-France. Et effectivement, on avait ouvert l'autoroute. Il n'y avait pas cette séparation entre les deux voies. Et mon grand-père avec mon oncle étaient dans un taxi. Et le taxi a déporté. C'était la première victime. Donc malheureusement, je ne l'ai pas connu. Je suis né après son décès. Mais c'est un nom qu'on a souvent entendu prononcer autour de l'Aiglon. Il y a même un stade d'ailleurs qui porte son nom. Un stade qui porte son nom, qui a été débaptisé il y a quelques années de cela par Pierre Samo. Et c'est un stade, c'est un lieu de vie que Yves Adèle s'est battu pour avoir auprès de la famille Aubéry, pour permettre aux Lamantinois de partager un moment sociétal, de partager un moment culturel, et puis ça a dévié vers le club qu'on connaît, qui est aujourd'hui l'Aiglon de Lamentin. Alors, si je ne me trompe, tu es celui qui est un petit peu en retrait, là, derrière le petit qu'on voit en deuxième à partir de la gauche. C'est bien ça? C'est significatif. Et je vais vous donner une petite anecdote. À ma gauche, il y a un jeune qui s'appelle Raftamar, qui aujourd'hui s'appelle Rafo, qui est le fils de Raftamar. Et comme par hasard, on se retrouve au football, côté Adèle, et on se fréquentait côté Rosine, parce qu'on était des enfants de Malavoie aussi. Quoi. Donc c'est une belle histoire avec tous ces garçons que je vois régulièrement aujourd'hui, qui tournent toujours autour du sport et du Lamentin. Alors on va retrouver l'adolescent maintenant, avec une jeune fille, je crois, dans les bras. Canou. Oui, Canou, toujours à Petit Manoir. Vous voyez que c'est un point de rencontre chez Mamie Adèle. C'est Canou, Caroline, qui aujourd'hui qui a bien grandi, mais c'est la fille de ma marraine, Corinne Adèle. Et j'ai toujours une affection particulière pour elle parce qu'on s'est toujours beaucoup apprécié. Je suis très proche de toutes mes cousines, que ce soit de la famille Adèle ou Rosine. Et je leur demandais de m'appeler tonton. Donc, quelquefois, je les taquinais. Et Canou, comme je l'appelle, on s'échange régulièrement au téléphone. On a des échanges vraiment de bienveillance et aussi d'amour. Parce que ça, c'est quelque chose, je fais attention et je cajole ce sentiment-là parce que c'est un sentiment qui est extrêmement important dans notre vie actuelle, quoi. Alors, on va faire un bond de plusieurs dizaines d'années. On va te retrouver avec un autre enfant dans les bras, un petit garçon, cette fois-ci. Là, c'est le mien. C'est un passage extrêmement fort. Je me suis permis, c'est vrai que Jean-Marc, je dis souvent, quelquefois, vivons heureux, vivons cachés. Ça, c'est une doctrine, une idéologie que m'a inculquée aussi mon père, qui m'incitait vraiment à faire attention au regard des autres. On ne peut pas aussi être partout et en même temps ne pas subir. Donc, il m'a beaucoup éduqué dans cette dynamique-là. La discrétion. La discrétion. Et quand j'ai regardé cette photo, ça m'a beaucoup marqué sur la sérénité que
que j'avais. Et ce regard-là vers l'avenir, Kenzo, il s'appelle Enzo, qui a aujourd'hui 16 ans. Et ça a été pour moi un moment extrêmement fort parce que c'est un bonhomme, je dis bonhomme maintenant parce que je voulais cette transmission. Et jusqu'à maintenant, on partage quelque chose de formidable. Enzo qu'on va retrouver en gros plan, là, alors, la photo est peut-être plus récente que celle qu'on a vue, Oui, tout à mais fait. elle est magnifique. Ah oui, oui, oui. Et là, je commençais, j'avais acheté un appareil spécialement pour sa naissance et je commençais à opérer des photos en regardant un peu le coucher de soleil, la luminosité. Donc, j'étais déjà dans une dynamique Ouais. de On voit le jeu, jeu effectivement, d'ombre et oui, de lumière. Là. exactement. Donc, et je pense que cette ombre et la lumière, c'est aussi ce qui fait notre équilibre. Et je pense que quelquefois, il faut opérer dans l'ombre pour permettre à d'autres de se mettre en lumière. Et puis, on fait des apparitions, mais quand on le fait, aujourd'hui, je suis en lumière, merci encore. Mais je pense que je vais retourner travailler dans l'ombre pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, Enzo a 16 ans aujourd'hui. Tu as un autre enfant également? Oui, Ethan qui a 7 ans, qui est à mes côtés, qui grandit, qui me donne une affection particulière aussi, toujours heureux de se rencontrer. Et en fait, j'ai 2 enfants, 2 garçons, passionnés de foot, passionnés aussi de musique. Et je trouve que c'est aussi de cet équilibre. Alors, on va terminer avec quelqu'un que tu as déjà évoqué, mais à qui tu voulais vraiment rendre un hommage. Oui, je l'appelle toujours Tati Corinne, qui malheureusement nous a quittés il y a plus de 20 ans quand même, et qui a laissé une trace indélébile. Parce que, qui est avec Donc, mon qui est la oncle. sœur de ta maman? Tout à fait, la petite sœur, c'était la dernière, puisque au niveau de ma grand-mère, ils étaient 9. Il y en a 2 qui ont disparu, et Tati Corinne était la première, pardon. Et dans son sourire, dans son regard et dans sa beauté, je me retrouve et je pense à elle régulièrement. C'est pour ça que je parle toujours d'ange, parce que je sais qu'elle est à mes côtés et que quel que soit les... Je parle avec beaucoup d'affection et je pense que tu le ressens. Oui, c'est formidable quand on connaît ces genres de moments-là. C'est une belle photo aussi. Ah, c'est un regard. Et je vois toujours Serge, qui est aujourd'hui à la retraite. On s'appelle, on va jouer au tennis ensemble. Il m'appelle, il me dit Pablo, allez, on va faire du vélo. Et je trouve que c'est fort de connaître ça dans sa vie. Et je pense que ça reflète quelque chose d'essentiel pour moi. Bon, on a compris que tu es plutôt discret sur ta famille, donc on ne va pas insister. On va passer plutôt au chef d'entreprise, à l'entrepreneur, au créateur aussi, Oui. c'est Matinic. Alors, tu l'as dit, Pablo, tu as commencé par des études de comptabilité, gestion, c'est ça? Oui. Un bac G2. Un bac G2 à la MEP. Bon, je n'ai pas eu de premier cours. Hein. Il faut pas penser que je suis quelqu'un de très scolaire. J'ai passé le bac 2 fois, mais quand je l'ai eu, vous savez, je vais raconter une petite anecdote. On va oser des choses. Vous savez, au deuxième passage de mon bac, ma mère m'a dit, bon, Pablo, j'étais jeune, dynamique, j'étais à moto dans mon quartier, on bougeait, on partait du vendredi jusqu'au samedi, malgré le fait que mes 2 parents étaient instituteurs, donc montraient une certaine stabilité, mais j'étais celui qui challengeait tout le monde. Et ma mère m'a dit, Pablo, si tu ne réussis pas cette année, il faudra rentrer dans la vie active. On a tout fait pour toi, il faut que tu te ressaisisses. J'ai une solution. Alors je dis, quelle solution, maman? Elle me dit, il y a le monastère. Donc, tu t'es bien amusé pendant toute l'année scolaire. Là, peut-être que ce serait le moment de t'exiler, d'aller au monastère et de passer quelques jours. Et en fait, j'ai passé 2 semaines extraordinaires avec... en retraite. En retraite. Et donc, on avait juste une table qui ressemble un peu plus petite, une chambre, un lit, et les toilettes sur le même palier. Et j'ai fait 3 semaines de révision. Et en fait, échangeant avec tout le monde et en allant cette retraite-là, j'ai passé le bac. Et une fois, comme on connaissait un peu, entre guillemets, celui qui ne travaillait pas et qui était un peu bordeleur, il y a une copine qui vient et me dit, mais Pablo, le jour des résultats du bac, qu'est-ce que tu viens faire? T'as rien fait l'année. J'ai dit non, je ne veux pas savoir, je ne veux pas regarder si j'ai le bac, je viens regarder quelle mention que j'ai eue.
Et en fait, j'ai eu une sûr de mention. toi. J'étais sûr de moi et j'ai eu cette mention et j'ai passé le bac. Donc du coup, je suis parti sur Paris après. Alors justement, on va retrouver l'Institut, un IUT que tu as bien connu. Ah, c'est l'IUT de Saint-Denis. C'était une période, allez, quand on parle de sortie de la zone de confort, oui. Après toute cette période idyllique de jeunesse, d'insouciance, on entre dans une pré-vie où on est dans une période où il faut se prendre en charge, il faut se réveiller le matin tôt, il fait nuit, j'avais à peu près 1 heure et quart de trajet entre RER, métro, tram pour arriver à cette IUT. Donc, Institut universitaire de technologie, Oui. où tu as été apprendre quoi? DUT GEA, gestion, entreprise et administration. À l'époque, c'était 2 ans. Donc, pendant les 2 années, je sortais de chez moi, j'allais étudier, je me confrontais aux autres. Rien à voir avec ce que tu faisais avant le bac. Tu étais devenu très sérieux. Pas tout à fait. On ne peut pas tout dévoiler ici. Mais effectivement, je pense que il faut que jeunesse se fasse. Et dans ces moments-là, je pense que c'est dans ces moments-là qu'il faut structurer sa vie. C'est plus, à mon sens, maintenant que je vais explorer des choses. Et je trouve que c'est une période qui était la bonne pour non seulement se prendre en main, mais aussi avoir cette liberté d'expression, de découverte qui puisse permettre de grandir. Parce que c'est un moment extrêmement capital. Et dans cette IUT, j'ai fait des rencontres tout azimut. Et ça m'a permis de commencer à toucher à ce monde d'entreprise, connaître, savoir. Un peu, il y avait du droit social, du droit direct d'entreprise. Et ce qui me permettait, avec toujours la compta, ce qui me permettait d'approfondir mes bases. Et à un moment, tu décides de te diriger vers plutôt des études de son. Et tu te retrouves dans ce SAE Institute, qui est un institut spécialisé dans l'ingénierie du son, c'est ça? Exactement. Et c'est ça qui fait aussi mon équilibre. Je suis jamais soit noir, soit blanc, je suis jamais l'ombre et la lumière. Je suis toujours entre les deux. Et je trouve que entre la compta et le son, c'est un grand écart. Mais ce grand écart permet d'être ce que je suis. Et je pense que même dans le monde entrepreneurial dans lequel j'évolue, il faut être imaginaire. Il faut tout le temps se remettre en question. Il faut tout le temps imaginer autre chose. Et je pense qu'entre avoir des bases compta, gestion, les chiffres quelquefois sont durs, difficiles. Et il faut, avec le son, ça m'a permis d'aller chercher quelque chose d'artistique. Alors, le souci, c'est que c'était un institut privé. Oui. Et que tu n'avais pas forcément les sous pour y aller. Et il y a un vieil ami qu'on va retrouver. Alors, c'est une photo récente, mais ton vieil ami avec qui tu as trouvé une solution pour faire un peu d'argent. Alors, je parle de Stéphane. Stéphane Sinoza. Stéphane Sinoza, qui est aujourd'hui proviseur au lycée de Sainte-Marie. Et on a grandi ensemble et on s'est connus au CE2. Donc, c'est un Argentinois pure souche. On a fait les écoles primaires, on a fait le lycée, le collège, le lycée. Et puis, il est parti avant moi. Il est parti avant moi en France. Et dans la petite anecdote, quand j'arrive en France, je suis allé au foyer Maurice Ravel, qui est un foyer d'artistes international, puisque Gilles, mon frère, faisait des études de musique au Conservatoire de Paris et avait ce studio dans lequel il y avait son piano, mais c'est à Nanterre préfecture, juste à côté de la Défense. Donc j'arrive dans un milieu austère, je ne suis pas artiste, et je sors du RER A, et quand je sors d'école, il est 17h, 18h, il fait nuit, et j'achète un pain. Et dans une pâtisserie, j'entre dans la pâtisserie à Nanterre, je ne sais pas où Stéphane était du tout, et je tombe sur M. Sinoza, Ernest Sinoza, qui malheureusement nous a quittés, le père qui nous a quittés il y a peut-être 3 ans, et je dis, M. Sinoza, mais qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, mais Stéphane habite juste à côté. Donc en fait, on s'était quittés pendant 3 années, et on se retrouve à habiter l'un à côté de l'autre à Nanterre, préfecture, sans le savoir. Et je pense que ça a été
de nouveau un point de rencontre, un nouveau commencement. Et on a exploré des choses qui aujourd'hui nous appartiennent. Mais effectivement, par rapport à cette école où j'avais envie de changer, c'était une école payante à l'époque, ça coûtait 3 000 francs ou 2 500 francs. Et avec lui, Stéphane, on avait eu cette idée ingénieuse d'organiser des soirées étudiantes. Et avec pour financer les études. Pour financer, pas que, mais entre autres, le bénéfice, c'est pour ça que la compta a toujours été quelque chose qui est en moi. Et le bénéfice, j'arrivais et je payais quelques mois d'avance. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une inquiétude auprès de mon directeur, qui est un Allemand, et qui me dit, Monsieur Rossi, d'où sort cet argent puisque je payais 3-4 mois d'avance. Et en fait, je lui expliquais que j'organisais des soirées étudiantes en tièse pour pouvoir financer mes études. Et ça, je pense que c'était la base du business. Alors, tu deviens ingénieur du son en sortant du SAE Institute. Ouais. Tu as d'abord commencé un peu par ce studio, puisque tu as travaillé avec Max Monrose à la prod. Alors, c'est une grande histoire, la prod, Max et moi, parce que je sors de mes études avec ce diplôme de la School of Engineering, qui est un diplôme d'ingénieur du son. Et effectivement, à cette époque, il n'y en avait pas des masses avec cette qualification. Et effectivement, avec ce statut d'intermittent, ça me permettait de travailler, que ce soit en studio, que ce soit en live, que ce soit dans l'audiovisuel. Et Max a entendu parler de mon parcours et de mon profil, donc il a fait appel à moi pour... Avec David Gouvenet. Avec David Gouvenet, qui m'avait appelé pour faire commencer des tournages. Preneur de son, en fait. Exactement, donc la mixette avec la perche, les micro-cravates comme ça. Et voilà, donc ça a été le début d'une grande aventure qui aujourd'hui me rend nostalgique. Alors à ce moment-là, tu étais intermittent et tu as collaboré, donc, outre la prod de Max Monrose, tu as collaboré aussi à ces deux structures. Alors ATV, c'était l'époque d'ATV Anti-Télévision. On voit le premier logo d'Anti-Télévision à l'époque. Et puis en dessous, c'est ICV, c'est une des régies, enfin la régie d'ICV. Tout à fait. C'était une société de production audiovisuelle aussi à l'époque. OK. Et l'avantage, c'est que ATV, j'y étais, il y avait une bande de copains. Et on faisait beaucoup de production extérieure. Et puis ICV, c'était un peu le sous-traitant de RFO. Donc effectivement, c'était une certaine fierté d'avoir mon nom sur les deux antennes de diffusion. Et en même temps, qualitativement, j'apportais un peu toutes mes compétences. Et je trouve que c'est aussi dans cette période-là, l'audiovisuel était mon fer de lance, quoi. Ouais. On va retrouver là le preneur de son en plein travail sur un bateau. Oui. Un vieux gréement qui s'appelait le Belém. C'était l'anniversaire, d'ailleurs, c'est toi qui m'as rappelé, j'avais un petit doute, mais c'était les 100 ans de l'éruption de la montagne Pelée. Donc en 2002. En 2002, j'étais parti en Guadeloupe pour faire la traversée Guadeloupe jusqu'à Saint-Pierre sur ce vieux gréement. Et c'était des jours, j'ai vécu avec des marins. J'ai enregistré, j'ai travaillé, mais ça m'a permis de voir comment ça se passait avant. Et c'est un bateau extrêmement formidable. Il fallait hisser les voiles et il n'y a pas de bruit de moteur. Il n'y a que les voiles et les marins, quelquefois, on se retrouvait à échanger. Et c'était un moment extrêmement formidable. Puis pas mal de faire une prise de son avec du vent tout autour, c'est une expérience. C'est une expérience, mais un exploit aussi, je dirais. Oui. Alors, on ouvre la page Malavoie, puisque quand on s'appelle Rosine, tu en as parlé tout à l'heure, forcément, on pense à Malavoie. Et tu as été pendant longtemps l'ingénieur du son de Malavoie. Alors, je pense que ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille et je remercie beaucoup de personnes qui ont traversé ma vie, mais je parle souvent aussi de l'être suprême parce que j'ai toujours eu des moments de doute, mais aussi des moments de plaisir. Et Malavoie a été un moment extrêmement... Je parle avec émotion parce que en grandissant dans la famille Rosine, où Polo, tonton Polo, c'est le petit frère à mon père, donc j'avais une vision de famille, mais j'étais à 1000 lieues de penser qu'un jour je me serais retrouvé à côté d'eux. Et là, je me souviens, quand j'ai fini mes études, je suis arrivé, j'ai appelé un peu tout le monde parce qu'il fallait se vendre. Ouais. Et j'appelle Nicole Bernard, alias Colo, et je lui dis... super percussionniste. Exactement, et qui avait repris un peu avec José Privat, avec Henri Valide,
rênes de Malavoie et je lui dis, bon voilà, j'ai fait des études d'ingénieur du son, je suis à ta disposition. Mon rêve, moi je m'attendais à venir apporter des câbles, à essayer de câbler ou d'apporter des instruments. Et peut-être 2 semaines après, il m'appelle, il me dit, bon Pablo, on sort des États-Unis, on doit repartir en France. On a un problème d'ingénieur du son, est-ce que ça te dit de venir? Je dis, mais ma valise, elle est déjà prête. Donc on est parti, et premier concert avec Malavoie, c'était au Bataclan. C'était avec Mathébis, avec Jocelyne Béroir, Kali, Edith Lefel, Tania Simval, enfin toutes les stars de l'époque. Et je me retrouve au Bataclan, rempli, et moi, en étant ingénieur du son, je vous avoue que ça a été... j'ai eu beaucoup de frissons. Ouais. Alors, il y a eu des tournées, comme on le voit là. On voit le bus, on voit le groupe sur scène. Il y a même aussi des croisières. Il y a une croisière, notamment, on va voir cette photo du groupe sur un paquebot. Oui, exactement. C'était une croisière, je ne sais pas d'où elle partait, je ne sais pas si c'est la Martinique, la Guadeloupe ou autre. C'était une croisière dans la Caraïbe où là, on alliait plaisir et travail. Mais bon, le travail, c'était ma passion. Donc, à la rigueur, je ne parle même pas de travail, mais on a passé des jours extraordinaires. Je crois que c'était une semaine où le groupe jouait tous les après-midi et le reste du temps, on ne s'ennuyait pas. On va parler de ça. Et on va te retrouver devant ta table de mixage. Et il y a eu aussi des expériences, il y a eu des festivals, enfin, il y a eu toute une série d'expériences avec Malavoie. Et là, c'était le départ de la route du Rhum à Saint-Malo, où Malavoie est invité pour le départ de toute la flotte. Et on a fait un concert qui était extraordinaire. Il faisait froid, c'est vrai, dans une grande salle, mais c'était des moments, j'arrive même plus à oublier, mais c'était extraordinaire. Quoi. C'était top. Et puis il y a eu ce drame pour la famille Rosine, mais aussi pour Malavoie et pour toute la Martinique, le décès de ton oncle, Polo, 31 janvier 1993. Moi-même, j'ai encore des trémolos dans la voix quand je vois cette une de France Antilles. Et ça, c'est sûr que dans ton parcours, ça t'a marqué, quoi. Ça me manque jusqu'à maintenant parce que j'ai un nom qui est un peu similaire. Je pense tout le temps à mes cousines Carole et Anne. Pablo, Polo, quelquefois, il y a jusqu'à maintenant. De différence. Jusqu'à maintenant, tu qui a Polo. Et c'est extrêmement fort le travail qu'il a fait et j'arrive même pas à prendre conscience qu'il a disparu. Il avait 45 ans. C'était un immense musicien. Et aujourd'hui, j'ai plus de la cinquantaine, j'ai même pas fait un tiers ou un quart de ce qu'il a fait. Et en fait, j'ai une image qui me reviendra toujours. C'est peu de temps avant sa disparition, il savait peut-être. Je pense que les artistes, les grands artistes ont une sensibilité que nous n'avons pas. Et je l'ai vu, j'ouvre ma fenêtre quand j'habitais à Jeanne d'Arc. Tu avais à peine 20 ans à ce moment-là. Oui, j'étais au lycée. 93. J'étais au lycée, c'était juste avant mon bac. Et j'ouvre ma fenêtre et je vois mon père et Polo dans le jardin en train de parler, regarder des feuilles. Et se sont dit des choses. Je ne peux pas savoir quoi, mais je sais que mon père, jusqu'à maintenant, était extrêmement touché par la disparition de Polo. D'ailleurs, il est le seul de la fratrie à être aujourd'hui à nos côtés. Et c'est fort. Et effectivement, la une de ce France entier-là est ancrée en moi. Bon, plus heureuse la suite, heureusement. Tu es resté dans la musique. On voit le logo de Make Sound Prod. Tu t'es lancé en fait dans la production discographique. Et ça a commencé avec ton frère, Gilles, ton grand frère. Oui, mon grand frère. On va retrouver l'album, cet album Pays mêlé qui rappelle un peu le quartier où tu as grandi. Exactement, et je pense que c'est là où nous avons grandi. Pays mêlé, ça veut dire c'est un pays qui est quelquefois mêlé. Je pense qu'il est allé explorer. Ça rappelle aussi Colobas. Colobas, exactement. Et je pense qu'il est allé explorer différents styles musicaux, pardon. Et puis je pense que ah oui, il est pianiste lui aussi. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et il explorait ce qu'on appelait à l'époque Big in Jazz. Et je pense que c'est un album prototype, je le qualifie comme ça. C'est pas du tout péjoratif, mais qui va explorer, qui sort
qui va explorer des champs des possibles musicalement. Et ça a été novateur pour moi parce que j'ai fait toute la chaîne de l'enregistrement, du mixage, mastering et distribution. Ouais. Et ça, à cette époque, c'était pas évident parce que ça alliait, ça revient à la base. Ouais. Quand on fait de la distribution, on fait de l'achat, on produit, mais aussi il y a ce côté artistique où on est dans l'imaginaire avec l'enregistrement des artistes. Donc l'équilibre a donné ça, et puis Gilles a fait preuve d'ingénierie musicale pour pouvoir donner ce premier album. Et on va le retrouver là avec Claude Lise. Tu me disais quand on préparait l'émission que c'est vraiment, en fait, voilà, tu es entré vraiment dans la production discographique avec cet album-là. Oui, et Gilles et moi, on avait voulu faire les choses en grand, bien. Donc, on avait fait une présentation officielle de l'album à la Villa Chanteclair et on avait invité Claude Lise, tous les politiques, et puis bien sûr des artistes pour présenter l'album et donner l'intention d'écrire un peu l'amour qu'on a voulu mettre dans cette première production entre frères. Alors, il y a eu plusieurs albums produits par Make Sound Prod. Il y a eu par exemple Delicate, notre ami qui est de RCI, oui. qui a chanté sur cet album. C'était son album, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas vu la photo, mais c'était son album solo, puisqu'elle elle interprétait pas mal de titres avec d'autres artistes, et puis on avait travaillé ensemble sur cet album solo. Et puis j'ai aussi une petite anecdote, parce que c'est vrai que le monde musical, quand je parlais de rencontres, j'ai eu une super rencontre lors de cet album, et je commençais à me faire un nom dans le milieu. Et puis il y a un ami, Pascal Adams, qui était animateur en Martinique Première, et qui est là toujours, je pense. Oui, tout à fait, oui. Et de par personne interposée, j'arrive et je lui dis, j'ai besoin, mon rêve c'est de travailler avec Jean-Michel Rotin. Ce bonhomme vivait à l'époque à Londres. Impossible, pas impossible, mais difficile d'entrer en contact avec lui. Et grâce à Pascal Adams, en tout cas, merci jusqu'à maintenant, j'arrive à l'avoir au téléphone. Alors, je lui explique un peu mon projet, on ne se connaît pas. Et il me dit, OK, je suis libre à telle date. Alors, il raccroche. Je lui dis, mais pas simple, mais en même temps, est-ce que c'est vrai? Je pensais que c'était une farce. Mais en fait, il m'a donné son créneau. J'ai pris un avion, j'ai réservé un billet pour lui. Et jusqu'au moment où l'avion a atterri au Lamentin, j'ai eu des doutes. Et je vois ce grand bonhomme sortir de l'aéroport et puis qui cherche. J'ai dit, mais c'est Jean-Michel Rotin. Et je lui dis, c'est moi, Pablo. Et on a passé un super moment. Il a composé, on a trouvé un local pour lui. Il est resté une semaine. Il a composé 2 titres merveilleux. Il est reparti. Jusqu'à maintenant, quand on se voit, on s'embrasse. Et on partage cet amour parce que ça date de plus de 20 ans. Mais ces moments-là, qui sont quelquefois un peu idylliques, qui peuvent être passagers, mais qui sont aussi fédérateurs et qui permettent d'avancer. Alors, il y a eu plusieurs albums, je le disais. Il y a eu aussi, on va retrouver la pochette de Gatorade. C'était une compilation qui figurait un peu l'évolution musicale de la Martinique. Hein, oui, tout à fait. C'était aux prémices, c'était avec un membre de Metal Sound qui s'appelle Skanky. Et on faisait des compiles avec tous les jeunes DJ, artistes de l'époque. C'était un style musical qui aujourd'hui était les prémices du reggae dancehall et qui donne aujourd'hui de grands bonhommes. Belle expérience aussi avec quelqu'un que tu as contribué à lancer, Monsieur Izzy Kenanga. On vous retrouve là en tournage. J'espère qu'il ne m'en vaudra pas, mon ami Izzy. Oui, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Rwandais. Donc c'était un groupe de zouk. Et puis, toujours dans cette recherche de faire les choses autrement, je l'ai appelé et je lui ai dit, bon, tu chantes du zouk, est-ce qu'il n'y a pas moyen de décliner ton zouk en dancehall? Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, on teste. Et c'était par le biais d'un ami aussi, musicien, Stéphane Corali. Et on est arrivé à le faire entrer en compile. D'ailleurs, il est passé dernièrement au Rooftop, peut-être qu'on va en parler. Et lors de sa prestation, il m'a fait un grand hommage en disant que grâce à ce titre-là, il a eu une récompense au niveau de la SACEM. Et j'avoue que j'ai eu des petites larmes parce qu'en fait, c'est un bonhomme que j'apprécie, qui est talentueux et qui aujourd'hui, au travers de
Je pense que les artistes ont des messages extrêmement importants. Donc, à un moment de sa carrière, il continue toujours à évoluer, mais je pense qu'il a eu des mots très forts pour notre jeunesse. Et ça, pour moi, c'est une belle récompense, une belle récolte. La production discographique, ça a duré plusieurs années, et puis tu es passé aussi progressivement à la production vidéo. Et on va voir là un tournage, je crois que ça s'appelle Latitude, c'est ça? Oui, Latitude. Avec une société qui s'appelle Carambole, dont tu étais actionnaire. Tout à fait, avec Jean-Pierre Glacé de l'époque, que j'ai connu à la SAE. Donc c'était une association de compétences et on a monté avec Sabine Jean-Louis qui est retourné à Martinique Première ces temps-ci et qui était il y avait même aussi des personnes qui évoluaient dans le monde audiovisuel, la TV et autres, et on construisait un modèle économique à créer une émission et une production avec l'ingénierie financière et le résultat final. Et quand je disais que tu n'arrêtes pas de créer, peu de temps après, ou quasiment en même temps, tu as créé WeMedia. WeMedia, qui est une société spécialisée dans le digital, dans la création digitale. Et tu as commencé par un certain client plutôt d'envergure, Digicel. Commencer, c'est un bien grand mot, parce que pour aller vers ce gros mastodonte-là, il faut faire preuve de stratégie, faire preuve aussi de confiance, de compétences. Et Digicel, j'ai commencé par on appelle des stores, des magasins en Martinique. Ça s'est étendu sur la Guadeloupe. En fait, tu concevais des écrans. Donc, je m'occupais de toute la partie communication sur les lieux de vente. Donc, on a commencé avec des boutiques en Martinique. On s'est étendu en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin. Et puis, Digicel, c'est une boîte jamaïcaine qui s'étend sur la Caraïbe. Et lors d'un voyage à Kingston, donc j'étais allé démarcher la base. Et c'est pour ça que cette photo-là est extrêmement importante, parce que c'est aussi une finalité dans cette démarche entrepreneuriale sur ce produit-là. Petite parenthèse, tu as profité pour faire une photo devant la maison de Monsieur Bob Marley à Kingston. À Kingston. Et vous voyez que tout est lié. Tout est lié, parce que quand on visite la maison de Bob Marley, on a des frissons. C'est clair, parce que quand on connaît l'histoire de ce bonhomme, je parlais de sensibilité d'artiste. Jusqu'à maintenant, on parle de lui. Et quand on entre, la première pièce qu'on visite, c'est un studio d'enregistrement. Puisque, en fait, on retrouve la boucle du son. Et en fait, il y avait, je crois que c'est une Nive ou une SSL, où il avait créé dans sa maison son studio pour travailler avec ses équipes. Et effectivement, la belle jeune Jamaïcaine qui est à côté de moi, on s'est retrouvés à passer un bon moment à raconter ces histoires. Le patois jamaïcain est un peu complexe, mais jusqu'à maintenant, on s'échange des bons vœux, on s'échange aussi des mots, et ça a été un moment extrêmement fort. Alors, WeMedia, c'est encore ton activité aujourd'hui, hein, dans la création digitale, on va dire les images animées. On va retrouver là, justement sur la photo suivante, un exemple de ce que fait ta société WeMedia. C'est dans un centre commercial, il me semble reconnaître le rond-point, non? Non, je ne sais plus. Enfin, la Galeria. La Galeria, pardon. Le Crédit Agricole, oui, tout à fait. Oui. Ça montre, par exemple, là, c'était un exploit aussi au niveau des panneaux LED. C'est une première en Martinique. Avec toute mon équipe, on a trouvé la solution d'avoir un panneau LED qui puisse intégrer cette galerie-là. Et ce client nous a fait confiance, il continue à nous faire confiance. Et je pense que ça aussi, dans la transmission de ma nouvelle équipe, je suis le plus ancien, mais ces jeunes qui arrivent préparent cet avenir et la suite. Et puis tu vas toi-même vendre l'expertise de WeMedia dans des salons, puisqu'on va te retrouver là, effectivement, en train de promouvoir. Alors, je crois que c'était Batelière. Oui, tout à fait. Un exemple effectivement, du type de produit réalisé par WeMedia. Exactement. À consommer avec modération. Tout à fait. Ice Night. Et puis, il y a eu ton dernier bébé, Pablo, c'est The Rooftop, le Rooftop au Lamentin. C'est un restaurant de hauteur, on va dire, en hauteur. On voit là d'ailleurs la page d'accueil la photo de couverture, on va dire plutôt de la page Facebook du Rooftop. Et c'est un restaurant que tu as créé il y a un peu plus de 5 ans maintenant? Oui, en septembre 2019. Septembre 2019, c'était sur un projet immobilier
je devais justement, le lien est fait. Au dernier étage devait s'installer Wimediacom, ma société de production audiovisuelle. Et quand on a déposé toutes les autorisations à l'urbanisme, c'était pas possible de couvrir la totalité du dernier étage. Ouais. Donc, je me posais la question, quoi faire? Et c'est de là, je me suis dit, et si on faisait un restaurant rooftop? Et si? L'architecte qui aujourd'hui est à mes côtés toujours, ça va être compliqué. Tout le monde n'y croyait peut-être pas, mais j'étais celui qui était persuadé qu'il était possible de faire monter un vrai restaurant rooftop sur le toit d'un immeuble. Et ça a été une vraie première, puisque la cuisine est en dessous. On ne pouvait pas faire monter du gaz, donc il fallait trouver les outils nécessaires, le chef nécessaire pour travailler. Et puis, je me souviendrai toujours, je remercie tous ceux et celles qui ont travaillé. Serge Capgras, un jour, on a reçu il n'y a pas très longtemps. Ah ben oui, j'ai vu cette belle émission, un très grand homme, qui m'a accompagné sur le projet. Et puis son ingénieur structure me dit, bon, monsieur Rosine, vous voulez faire un restaurant, il faut me donner tout le matériel, le poids, tout ça, pour créer les fondations. Et je lui ai dit, je ne sais pas faire. Et on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Et j'en suis fier parce que, en fait, je pense que rien n'est impossible dans la vie. C'est aussi ce qu'il faut que tous nos compatriotes puissent explorer. Bon, il y a eu une grande vague de restaurants terrasses, c'était un des premiers. Et d'ailleurs, un restaurant où tu as souvent organisé des événements, et on parlait de liens, tu es un homme de liens, cet hommage à Paulo Rosine, justement, on voit cette belle animation effectivement sur les murs de l'immeuble, avec le rooftop tout en haut. Et puis tu retrouves aussi le monde de la musique. On va voir Guy Morgvalieu et Lauriane Zacharie, donc c'est vraiment une boucle. Oui, ben ça, figurez-vous, ça, c'est un hommage à Aimé Césaire. Ça fait à peu près 1 an. Donc on a voulu explorer autrement, musicalement Aimé Césaire. Donc on a composé tout un moment avec du slam, avec du chant, avec du texte. Et puis on accompagnait ces artistes super, on accompagnait cette dynamique. On est allé même aussi, je suis allé chez M. Césaire, j'ai échangé avec certaines personnes pour connaître un peu ses goûts. Et j'ai tenté, je dis bien tenté, de voir avec le chef, de revisiter ce que M. Césaire mangeait le midi pour pouvoir partager avec nous autres ce moment-là. Et c'était un moment extrêmement fort. Et je pense qu'avec l'hommage de Paulo, avec l'hommage à Aimé Césaire, c'est aussi l'intention que je veux donner à ce lieu de vie. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'amour, et un lieu où on partage pas que des moments culinaires, mais aussi qu'on se remémore les fondamentaux. Alors, le restaurant n'est pas ouvert tous les jours en ce moment, mais par contre, effectivement, tu organises régulièrement des événements de ce type, des événements thématiques. On termine par la dernière rubrique, politique. On va parler de tes engagements. Alors, je le disais, Pablo Rosine, au tout début de l'émission, que tu ne te contentes pas simplement d'être un chef d'entreprise, un créateur d'entreprise qui n'arrête jamais de créer. Tu es aussi qu'un homme engagé. Et on va le voir dans plusieurs associations ou organisations socio-professionnelles. On commence par le Rotary. Tu as eu l'occasion de rencontrer le grand patron du Rotary International. Alors, c'est un club-service auquel tu as adhéré ici assez tôt. Oui, tout à fait. Par le biais d'un ami qui aujourd'hui vit plutôt en Guadeloupe, qui s'appelle Marius Sétor. Et Marius a été mon parrain. Il m'a parrainé pour entrer au Rotary Fort-de-France-Sud il y a plus de 10 ans. Et j'ai vécu des moments extrêmement forts parce qu'en fait, je trouve que c'est aussi remettre à la société ce qu'elle m'a apporté. Et on a mené de belles actions pour aider. Il y a une action qui m'avait beaucoup... pas heurté, mais qui m'avait bougé. On avait créé, on avait mis en place toute une dynamique pour récolter des fonds, pour permettre à des malades qui sont aux soins palliatifs d'avoir une pompe à oxygène. Je pense que c'est un moment, puisque à la remise de ces pompes-là, ça m'a vraiment... fait remarquer ou noter qu'effectivement, nous avons un devoir aussi d'aider nos prochains et d'aider ceux qui sont en demande et qui souffrent. Ouais.
Et le Rotary t'a permis de rencontrer un grand homme qui est aujourd'hui formateur de coach. Coach lui-même, Jacques Christon, on va retrouver cette formation. On voit des visages connus, entre autres Daniel Robin, Flora Eliazor, etc. sur la photo. Oui. Et Jacques Christon, qui a été un grand dirigeant d'EDF au niveau hexagonal, même mondial, je dirais, qui t'a formé, parce que tu es aussi coach certifié. Oui, je suis coach certifié. C'est pas évident. Quand je dis c'est pas évident, c'est-à-dire que le coaching m'a permis pas de limiter, mais de diminuer la certitude. C'est-à-dire que tout le temps se poser des questions, se remettre en question, et il y a plusieurs vérités. Mais ça crée aussi de la souffrance parce qu'en face de situations où quand on est en face quelqu'un qui pense que c'est sa vérité, sa certitude, ça nous empêche d'évoluer et en même temps on se dit et si les choses pouvaient se faire autrement. Et je retiens toujours une phrase en anglais que partage Jacques, puisque je peux dire que c'est un bonhomme qu'aujourd'hui je peux qualifier. Jacques Christon, on voit, c'est le monsieur grisonnant au milieu, toujours le sourire. C'est mon père spirituel. Je l'appelle toujours à des moments très forts. Quand je ne l'ai pas pendant un mois, j'appelle toujours en milieu de journée. Je ne sais pas sous quel fuseau horaire il est parce qu'il bouge, il est tout le temps, il est à la retraite, il doit avoir, je ne sais même plus compter, mais il est aussi dynamique que moi. Et sa phrase qui fait ancrage, c'est moi, c'est « so what ?» Et alors et ça permet de dédramatiser et tout le temps se projeter au pas d'après. On l'a compris, tu es aussi beaucoup dans la transmission. Tu as eu l'occasion, on va voir cette photo, de participer à des forums des métiers. En l'occurrence, c'était entre autres au lycée Acajou 2. Oui, transmettre, important. Transmettre, c'est important. C'est ça que je fais avec mes fils régulièrement et singulièrement aussi avec Enzo. Je pense que la transmission de valeurs, parce qu'on a visité aussi mon enfance, je suis intimement convaincu que mes parents m'ont inculqué, m'ont transmis quelque chose qui est indéniable, un sentiment, des valeurs qui sont indéniables et qui permettent de transcender dans le monde. Et ce moment est un moment fort parce que j'expliquais aussi que le monde entrepreneurial, c'était par le biais du Rotary aussi, le monde entrepreneurial est aussi une option à prendre. Et ça, c'est important pour moi de transmettre tout ce que je vis. Tu es aussi impliqué depuis pas mal d'années maintenant dans le milieu socio-professionnel, donc les organisations socio-professionnelles. Ça a commencé avec la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. On te voit là avec Céline Roise, l'actuelle présidente. Toujours présidente et toujours cette volonté profonde et indéniable de changer, mais de sauver ce monde économique parce que c'est difficile en ce moment. C'est extrêmement difficile. On est entré dans une zone de turbulence. Dernièrement, j'écoutais une prestation, enfin, un échange sur des radios de Maître Alain Miroite, mandataire. Et je trouve que ce qu'il a dépeint, ce qu'il a décrit, des zones de turbulence. Des risques de faillite importantes d'entreprises. Extrêmement importantes. Donc, je pense que le mot résilience, c'est un mot qui aujourd'hui est en lumière et à la mode, mais ce mot-là est extrêmement important et mis en exergue là ces temps-ci parce qu'on cumule, les crises. Tu es aussi aujourd'hui administrateur de la CCIM de Martinique. On va te retrouver là en train d'animer une réunion. Et tu es notamment président de la commission internationale, c'est ça? Vous savez, on va continuer à se tutoyer, mais oui, tout est lié et c'est dans la lignée. Quand on parle international, on a vu les voyages que j'ai fait avec Malavoie, les voyages que j'ai fait avec Comediacom. Tout à fait. Et j'ai été accompagné par la CCI avant, en tant que chef d'entreprise, sur l'exploration de la Caraïbe. Et dans la continuité, je me suis retrouvé par le biais de la CPME, élu de la CCI. Et là, avec l'autorisation du président Jacques, j'ai sa place et j'animais une délégation japonaise qui venait explorer cette belle économie. Et tu travailles aussi sur l'export, puisqu'on va te retrouver sur cette photo lors d'une réunion de la CCI autour de Team France. Oui, ça c'était à Sainte-Lucie, où il y avait une délégation guadeloupéenne et martiniquaise à découvrir le marché saint-lucien.
Donc là, c'était chez l'ambassadeur de France à Sainte-Lucie, où ça finalisait une semaine de découverte et de rencontre entre tous les acteurs Guadeloupe, Martinique et Sainte-Lucie. Et comme je le disais, comme tu n'es jamais rassasié, on va terminer par l'endroit par lequel on a commencé, le Lamentin. En l'occurrence, d'ailleurs, ça se passe au rooftop. On te retrouve là autour de 3 personnalités éminentes de la ville du Lamentin. Vous voyez que on a vu l'image de Polo. Je n'arrive même pas à trouver mes mots, mais M. Samo, qui est à ma gauche, je prends conscience. Pierre Samo, ancien maire du Lamentin, décédé l'année dernière. Il prend conscience de la force mentale, de la vision et de la puissance, de l'alignement que nous devons avoir pour mener à bien un projet. Et je pense qu'aujourd'hui, le Lamentin, première ville économique qui ne cesse de grandir. D'ailleurs, le relais est pris véritablement avec beaucoup de bienveillance et puis de vision partagée par M. David Zobda. Ça me fait écho parce que, en fait, quelquefois, on se sent mal compris, quelquefois, on a l'impression de nager à contre-courant, mais c'est toujours pour le bien des autres. Ouais. Et ça, dans le moment T, c'est peut-être pas compris, mais peu de temps après, on voit. Et aujourd'hui, je prends conscience de tout ce qu'a traversé M. Samo, mais tout ce qu'il nous a légué. Et quand on parle de transmission, c'est une belle ville. Avec Mme Manin également, Madame Manin, première femme députée de Martinique. Et d'une humilité. Mmh. Je prends à ses côtés des leçons au quotidien. Oui. Et dernièrement, je l'ai rencontré et je pense que malgré le fait qu'elle a un parcours extrêmement important dans le monde, dans le paysage politique, elle est nourrie par une humilité. Et ça, je pense que c'est aussi des messages extrêmement forts dans le monde d'aujourd'hui. Alors, je parlais de la boucle du son. On va boucler la boucle avec une association, l'Aiglon du Lamentin, dont tu es devenu président. On t'a vu tout à l'heure, il y a déjà quelques années, tu étais footballeur pupille au Lamentin. Oui. Et tu as pris très récemment la présidence de l'Aiglon du Lamentin, l'Aiglon Omnisport. Est-ce que c'est la continuité? Je ne sais pas. Beaucoup m'ont dit, Pablo, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, mais je préférais ne pas savoir parce que le monde associatif, c'est nouveau. Et en même temps, je pense qu'il est essentiel d'avoir l'œil du commencement, d'avoir un œil naïf pour créer quelque chose de différent. Et le combat que je dois mener, c'est un club omnisport. C'est vrai que le foot... Qui a eu de belles heures de gloire, qui a réussi il n'y a pas très longtemps de beaux résultats aussi. Au foot, oui. Mais moi, mon challenge, c'est de recréer la base qu'avait mis il y a en 1935 Yves Adel sur un lieu sociétal où effectivement plusieurs familles se réunissent pour faire grandir, parce que pour moi, le sport, c'est l'école de la vie. Et l'Aiglon, très important pour la jeunesse. Plusieurs sections, on a plus de 1000 adhérents, toutes sections confondues, et je pense que c'est un beau challenge, peut-être le dernier, mais je pense que la boucle sera bouclée après ce monde associatif. Merci beaucoup, Pablo Rosine. Je me demande combien de vies tu as ou combien d'heures il y a dans une journée, parce que je pense qu'il y a plus de 24 heures, vu le nombre de choses que tu dois faire. Donc, on va vite te libérer pour que tu reprennes tes obligations. En tout cas, merci beaucoup d'avoir retracé ton parcours avec nous. Il est encore long. On te l'espère très, très, très fructueux encore. Merci. Et puis, à très bientôt. En tout cas, merci Jean-Marc de cette invitation et puis ce moment partagé. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur cette antenne. Bonne soirée et bonne journée.